Imaginez, nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Le prince de Condé, cousin du roi Louis XIV, est le propriétaire du domaine de Chantilly. Comme tous les grands de l'époque, il veut afficher sa gloire et sa puissance en aménageant le plus beau des parcs. Et il n'y a qu'un homme qui puisse le créer, André Le Nôtre, tout auréolé des travaux déjà réalisés à Versailles. Il accepte de travailler pour les Condé et il ne le regrettera pas. Chantilly illustre aujourd'hui encore le génie du jardinier des rois. Un génie soigneusement entretenu par Thierry et son équipe, avec qui nous partagerons le quotidien des jardiniers de Chantilly, par Morgane, Astrid, Steven et Frédéric, qui nous diront les secrets des jardins à la française, par Stéphane, qui veille jalousement sur les sources des fontaines et cascades, et par tous ceux qui, aujourd'hui encore, font vivre l'esprit de fête qui réjouissait tant les Condé et le grand monsieur Le Nôtre. Nous sommes ici dans le musée Condé, à l'intérieur du château. Et donc les fenêtres donnent directement sur les parterres à la française, donc dessinés par Le Nôtre. Donc là, vous voyez exactement ce que voyaient les Condé, dont le grand Condé, le cousin de Louis XIV, qui avait commandé les jardins. C'était exactement la vue qu'il avait du château à l'époque. Et on sait que André Le Nôtre a joui d'une grande liberté, en fait, sur les parterres. Contrairement peut-être à d'autres jardins où il avait des ordres un petit peu plus stricts. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il considérait les jardins de Chantilly comme sa plus belle réalisation. Steven Lauvenier a répondu depuis sa Flandre natale à une annonce du domaine qui cherchait un spécialiste en restauration du patrimoine. Coup de foudre, Chantilly est devenu sa passion. Quand Le Nôtre est venu ici, c'était un château médiéval, comme le château d'Abel-au-Bois dormant, avec des petites tours dans tous les sens, tout sauf symétrique, donc c'était tout ce que Le Nôtre détestait. Dans ses yeux, c'était quelque chose d'arriéré, qui n'était pas du tout représentatif de ce qu'il voulait faire, et donc il l'a mis littéralement d'ailleurs sur le côté. Et donc à Chantilly, vous avez un grand axe, à partir d'un grand escalier, là-bas, qui s'appelle le Grand Degré, mais qui continue aussi de l'autre côté. Et donc le château à Chantilly se trouve sur le côté et le point d'orgue du jardin à la française à Chantilly n'est pas le château mais la statue équestre qui se trouve en plein milieu et à partir d'où, vers le nord, vers le sud, vous avez le jardin qui continue à se développer. André Le Nôtre est plus qu'un jardinier. Il conçoit, il met tout en œuvre avec ses équipes. Il vient en tant qu'architecte paysager. On dirait ça, même si c'est un anachronisme, on l'appellerait comme ça de nos jours. Il n'est pas toujours sur le terrain, d'ailleurs, on le voit dans les lettres. Il est aussi beaucoup pris à Versailles. En effet, dans une lettre à son secrétaire, le prince de Condé s'exprime ainsi. « Je suis bien fâché de ce que monsieur Le Nôtre n'est pas venu. J'ai 1000 choses à résoudre avec lui avant que je parte, et je ne reviendrai peut-être pas de sitôt. C'est pourquoi il me fera un fort grand plaisir de venir au plus tôt. » André Le Nôtre avait un emploi du temps fort chargé. Et pour cause, de Versailles à Chantilly, il travaillait à son grand œuvre, le jardin à la française. Un concept dont on ne parlait pas au XVIIe, mais qui aujourd'hui fait le prestige du parc de Chantilly. C'est le premier exemple réel d'architecture de jardin en France. Ça date de l'époque de Louis XIV. Pour faire simple, et ça montre la maîtrise totale et complète de l'homme sur la nature. Tout ce que vous voyez dans un jardin à la française, c'est toujours un jardin qui est aussi peu naturel que possible en quelque sorte. Vous avez des lignes droites, des angles droits, de la symétrie. De partout, il y a toujours, la plupart du temps, un axe central avec des choses qui sont disposées de part et d'autre. Des géométries très strictes, des fontaines. En fait, c'est la monarchie absolue de l'époque de Louis XIV qui, pour le coup, est transposée dans la nature. Ça montre qui est le chef. À l'époque, en fait, à notre époque, pour faire simple, ce qui est exceptionnel presque, c'est un espace naturel vierge, où la nature peut faire tout ce qu'elle veut. Au XVIIe siècle, c'était l'inverse. La nature, vous en aviez de partout. Et ce qui était très exceptionnel et très très rare à cette époque-là, c'était le contraire. C'était une maîtrise totale de l'homme sur la nature. Chose qu'on retrouvait au centre de pouvoir de cette époque, les châteaux du roi et des princes. Le parc de Chantilly est immense. Il s'étend sur près de 280 hectares de bois et jardins.
C'est Thierry Basset et son équipe qui entretiennent cet espace en s'appuyant parfois sur quelques auxiliaires qui ne manquent pas d'appétit. Bonjour Monsieur Fayard. Bonjour. Alors ça y est, il change de logement nos petites brebis. Oui. Eh ben, Ça va leur faire du bien, un peu d'herbe verte. dans l'herbe fraîche. Fraîche. Oui, oui, je pense qu'elles vont apprécier. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a 2 brebis, Adeline m'a dit qu'il y avait 2 brebis qui boitaient. Ouais, j'en ai vu une surtout là. Ouais. Ouais. On va essayer de les Je vais attraper essayer de la pour prendre les pour, soigner la avant soigner, de... oui. Ouais. Comme Ouais. ça, au moins pour le public, elles seront présentables, les demoiselles. Non, non, c'est tout. C'est mes filles, mes jardiniers filles, puisque comment elles participent à l'entretien du domaine. Le temps qu'elles passent à pâturer, c'est du temps qui est libéré pour nous jardiniers pour faire d'autres choses. Allez, va rejoindre tes copines. Ah bah ça va aller mieux, hein? Ouais, ouais. Ouais, je pense que dans 2 ou 3 jours. Dans 2 ou 3 jours, ouais. c'est parfait. Ouais, ouais. Le notre papa à tous, nous jardiniers de grands domaines issus de sa conception, André Le Nôtre, quand il est arrivé à Chantilly, vous aviez des zones de prés et qui étaient déjà occupées par l'animal. Bon, aujourd'hui, la présence du mouton ici, c'est un juste retour aux sources, quoi, tout simplement. Et en plus, avec l'éco-pâturage, ça renouvelle, ça régénère les pâtures. Il y a tout un tas d'herbes avec les tondeuses mécaniques, tout ça. Il y a tout un tas de plantes qui disparaissent, alors qu'en étant l'herbe étant broutée naturellement, voilà, ces plantes reviennent. On voudrait inscrire le domaine de Chantilly dans une gestion durable, à une époque où on a de moins en moins d'argent pour entretenir des espaces verts aussi grands que les nôtres. On cherche des solutions qui se rapprochent le plus possible d'un traitement logique, humain et écologique aussi pour entretenir ces lieux, quoi. Moi, j'ai fait un BEP, travaux paysagers, donc on avait un cours histoire de l'art, du paysage. Donc effectivement, on nous a parlé de tout ce qui était jardin à la française, jardin à l'anglaise. Et là, ça fait 3 ans que je suis embauché. Nous sommes 14, et après, on a l'aide d'un chantier d'insertion, donc environ entre 15 et 20 personnes. Au XVIIe siècle, quand André Le Nôtre a fait ses grands travaux, après pour l'équipe de maintenance qui a géré l'ensemble de ces grands travaux, était composée de 400 personnes environ. Ce qui est dit de Chantilly par rapport à André Le Nôtre, c'est que c'était son jardin préféré. Il a pris goût à Chantilly parce qu'il y avait tous les éléments naturels qui étaient réunis. L'eau, la difficulté de la terre, puisque dans la partie basse, nous sommes sur de la tourbe, sur 19 mètres de profondeur, sans toucher un rocher. Et puis sur la partie haute, une roche calcaire avec très peu de terre végétale. Et donc la difficulté pour un jardinier d'y acclimater des végétaux. On peut essayer de réfléchir à ce qu'il a voulu nous transmettre et à travers cela, faire en sorte que cette transmission du passé, elle continue son cheminement. L'esprit qui guide André Le Nôtre dans la conception de ses jardins, c'est celui du metteur en scène, qui pense la promenade comme un spectacle, parfaitement réglé, dans lequel l'eau a une place déterminante. Le rôle de l'eau chez André Le Nôtre est extrêmement important et développé. Alors ce n'est pas une nouveauté dans les jardins du XVIIe siècle, parce que bon, évidemment il y a eu des grands jardins déjà avant Le Nôtre, y compris des grands jardins d'eau. Mais ce qu'on trouve chez André Le Nôtre, je serais tenté de dire, c'est une maîtrise très, très complète de l'eau sous ses différentes formes. Des pièces d'eau, des effets d'eau, des motifs hydrauliques. Et ainsi, dans le jardin, ça participe complètement à la composition du jardin, ça rythme la promenade. Tous ces éléments distribués avec art dans le jardin vont participer à cette œuvre qui est totale en fait. Dans la plupart des jardins à la française, comme Versailles, vous aviez de l'eau qui était acheminée par des canaux, par des tuyaux, qu'en sais-je, dans un bassin, quelque part un bassin de rétention, à partir d'où les fontaines étaient alimentées quand
quand on pouvait, quand il fallait. Et donc à Versailles, vous aviez une armée de jardiniers qui couraient dans le jardin pour ouvrir les vannes et fermer les vannes et pour faire fonctionner les fontaines juste quand le roi rentrait dans une salle. Il avait les fontaines qui marchaient et quand il partait, il fermait de nouveau et il courait vers la prochaine fontaine. Et à Versailles, encore toujours, d'ailleurs, ça a été un peu repris maintenant, si on laissait couler toutes les fontaines pendant un quart d'heure, il n'y avait plus rien pendant 2 semaines. Quand les invités des princes de Chantilly arrivent, ils se demandent de où arrive l'eau en fait. On ne voit pas la mise en pression de l'eau et toute cette technologie qui est derrière pour créer des événements hydrauliques et la joie de tous au travers des visites. Cet endroit, c'est un aqueduc souterrain qui s'étend sur 7 km de long. À l'origine, il capte l'eau d'une des sources qui alimentent la Nonette dans la région de Senlis. Sa principale fonction est d'alimenter le château en eau potable. Le nôtre s'en servira pour alimenter un bassin de charge qu'on appelle bassin du Prince. Et à partir de cet endroit-là, l'eau passe dans une tuyauterie dont le diamètre est diminué chaque mètre, ce qu'on appelle l'affûtage, et réduit chaque mètre pour créer une pression, pour faire monter l'eau en pression. Et donc ça permettait de faire fonctionner les fontaines du parterre de Chantilly en continu, ce qui maintenant est pas très spectaculaire parce qu'on est un peu blasé, mais à l'époque de la nôtre, c'était une prouesse de la technique qui était complètement inouïe, qu'on avait vu nulle part ailleurs. Mais les fontaines du parterre ne sont qu'une partie des eaux de Chantilly. Il y a aussi les grandes eaux situées dans la partie occidentale du parc, avec notamment la Grande Cascade, qui sera détruite pendant la Révolution. Le nôtre a donc besoin d'un deuxième système d'alimentation en eau. Il a à sa disposition la rivière de la Nonette, qu'il a fait canaliser. Il demande alors à l'ingénieur Jacques de Mans de concevoir une machine capable de fournir la pression nécessaire aux fontaines et cascades. Bonjour. Bienvenue ce matin au pavillon de Mans. Alors pour comprendre pourquoi le pavillon de Mans existe, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir une image de Chantilly il y a très très longtemps, il y a plus de 300 ans. Stéphane Letrain de l'association Jacques de Mans a participé à la restauration du moulin, que l'on peut désormais visiter. Alors vous avez une chance extraordinaire parce que vous découvrez une image de Chantilly qui est unique en son genre. Personne n'avait jamais dessiné Chantilly à l'époque du prince de Condé. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le château de la princesse. Ah oui, là, c'est le château de la princesse, mais là, c'est quoi? C'est des grandes cascades. Et dans les grandes cascades, il y a de l'eau, des jets d'eau. Et pour pouvoir amener l'eau dans ces cascades, eh ben, on a construit le pavillon de Mans. À l'intérieur, il y a une machine mystérieuse qui permettait d'envoyer de l'eau dans ce grand bassin, on dirait une grosse piscine. Et grâce à ce gros bassin, on pouvait envoyer l'eau dans les grandes cascades, les jets d'eau, partout dans ce jardin. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir cette machine mystérieuse. Ça, c'est la maquette du moulin, qui est là-bas derrière, qui est 10 fois plus petit. Si on appuie sur le bouton ici, elle va se mettre à tourner. Et on va voir ce qui se passe sur cette maquette. Qui c'est qui appuie là? Elénéa, tu veux bien appuyer? Vas-y. Là. Ah, il y a de l'eau là-haut. Ouais, il y a de l'eau là-haut qui coule. À chaque fois qu'elle tourne, elle monte de l'eau dans un petit réservoir, qui en réalité était au grenier. Et de là-haut, on pouvait envoyer l'eau vers le gros réservoir. Et une fois que ce gros réservoir était plein, on pouvait renvoyer l'eau vers les cascades, les jets d'eau et les grands parterres d'eau qu'avait créé M. Lenôtre dans ses jardins. Vous voulez qu'on mette le moulin en route? Déjà, en quoi il est fabriqué? En bois. Et la grosse roue, elle entraînait la machine qui est en dessous. C'est la machine, elle est là. Alors, regardez bien en bas, regardez bien la machine. Tu crois qu'il y a de l'eau là? T'es sûr? Ouais. T'es sûr que c'est de l'eau? Vas-y Raphaël, à toi. Oh!
passé? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et cette eau, elle est très très transparente parce que c'est pas de l'eau de la rivière. C'est de l'eau d'une nappe, c'est de l'eau qui vient de sous terre, elle est filtrée par la terre et elle sort ici. Elle sort exprès ici, c'est pour ça que la machine a été construite ici, parce que ici il y avait de l'eau qui sortait naturellement. Il y a à l'époque du prince de Condé. Et ils ont creusé un peu plus grand le trou qui existait pour installer la machine. Et la machine pompait de l'eau propre, de l'eau de source, pour faire fonctionner les fontaines. Vous savez combien de jours elle mettait pour remplir le réservoir? Elle mettait 8 jours. 8 jours, une semaine d'école. Elle ne fonctionnait pas en permanence alors? Ah, elle ne fonctionnait pas en permanence, non. Elle fonctionnait qu'aux grandes occasions. Ouais. Et historiquement, on ne sait pas si les jardins ont été vus. Certainement que si, mais il n'y a aucun témoignage écrit aujourd'hui qui stipulerait que les jardins ont fonctionné en dehors de la Pentecôte, l'Ascension et le 15 août. Alors ici, il n'y avait plus rien. La machine que l'on découvre aujourd'hui est totalement neuve. On a reconstruit la machine qui était ici à partir de plans plus ou moins d'époque. Une association est née qui s'est orientée autour de la restauration du bâtiment et de ces machines pour faire découvrir en fait ce patrimoine à tout public. Ça a été du métier de la charpenterie, fonderie, métallerie, voilà. Ça réunit plusieurs métiers, à la fois des bénévoles, bien entendu, de l'association, des professionnels, des écoles, et puis des gens, des particuliers aussi qui se sont greffés au projet. Fait découvrir ou redécouvrir aux gens, surtout en local, que Chantilly avait un autre visage au XVIIe siècle. On fait renaître la mémoire des jardins, la mémoire des gens qui ont créé ces jardins à l'époque. Cette cascade, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle a traversé les siècles sans trop d'encombre. Et on sait qu'elle est due à André Le Nôtre en 1681 et elle nous est parvenue à peu près inchangée, en tout cas pour ce qui est de la maçonnerie, de ses murs d'élévation, de ses coquilles. Et puis parfois les jardins historiques traversent les siècles autrement, sont modifiés, remaniés, en fonction du goût qui évolue ou en fonction tout simplement des aléas de l'histoire. Ce qui fait que la cascade aujourd'hui, eh bien, elle est au milieu du jardin anglais de Chantilly qui lui est aménagé dans les années 1820 au moment de la restauration de la monarchie. Ce qui fait qu'on a une cascade authentiquement 17e, je serais tenté de dire, au milieu d'un jardin qui lui est du 19e siècle. Mais voilà, les monuments historiques nous sont transmis par l'histoire avec cette complexité, cette sorte de stratification historique. La particularité du château de Chantilly aussi fait que nous sommes obligés, testamentairement, de conserver de partout l'état du 19e siècle. Le dernier habitant du château, le duc de Malles, a stipulé dans son testament que nous étions obligés de tout conserver dans l'état dans lequel c'était à sa mort, donc à la fin du 19e siècle. À l'époque de Le Nôtre, vous aviez un parterre qui était fleuri de partout, dans tous les sens, avec des couleurs les plus criantes possibles. C'était l'effet recherché par Le Nôtre. Après, il y a eu la Révolution, plus d'entretien du tout pendant un certain temps, donc le parterre qui est tombé en ruine assez vite. À la fin du 19e siècle, le dernier habitant du château, le duc de Malles, a essayé de le restaurer. Et donc, il a repris les plans de Nôtre, en fait, il a réimplanté les bassins tels qu'ils étaient, il a essayé de refaire fonctionner les fontaines telles que ça marchait à l'époque de Nôtre.
Quand nous avons restauré le parterre, nous avons restauré le parterre tel qu'il était à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire sous la forme d'un jardin zen presque, avec seulement les 3 couleurs, le vert de l'herbe, le bleu ou le gris des bassins et le blanc, le beige des chemins en calcaire. Et donc il n'y a plus les fleurs qu'il y avait à l'époque de Le Nôtre. Certes, les détails, le décor, les dorures ont peut-être un peu disparu, mais en tout cas ce travail de mise en scène de l'espace avec des effets de surprise, des effets sur la perspective, en fait des effets paysagers ou scéniques, on peut encore parfaitement l'apprécier ici. Et lorsqu'on entre depuis la grille d'honneur, qu'on franchit la terrasse du connétable et qu'on découvre dans un véritable effet de surprise le grand parterre, ça fonctionne complètement. Et ça, c'est du Le Nôtre authentique. Et là, on touche au cœur de son travail. Les visiteurs viennent dans les jardins pour différentes raisons. Vous avez le public local qui vient parce que c'est un formidable moment de détente. On a aussi beaucoup de visiteurs, par exemple indiens, qui font des tours d'Europe et qui sont absolument fascinés par les jardins Le Nôtre, parce que voilà, ils n'ont pas ce même rapport entre guillemets à la nature, à la verdure que nous. Donc souvent, voilà, c'est la partie de la visite qu'ils vont préférer, c'est se balader dans le parc d'André Le Nôtre. Les Américains aussi qui vont adorer cet aspect de la culture française et qui vont aimer voilà, se balader autour des miroirs et même dans tous les jardins qui entourent le château de Chantilly. Vous pouvez aussi, en vous baladant dans le parc, assister à des scènes un petit peu incongrues, parce qu'on a parfois des mariages dans le parc. Vous avez souvent des mariages asiatiques, c'est-à-dire que vous avez des couples qui se marient en Asie et qui font le trajet exprès, qui viennent avec leur costume et qui viennent faire en fait leur photo de mariage dans le parc à la française, parce que voilà, ça rajoute une touche d'élégance. C'est là la French touch en fait pour leur mariage. Donc voilà, c'est possible de le voir souvent dans le parc. Au XVIIe siècle, les jardins deviennent rapidement des lieux de fête. Une tradition toujours actuelle, mais cette année, c'est l'architecte des lieux qui est à l'honneur. On célèbre les 400 ans de l'anniversaire de la naissance d'André Le Nôtre et c'est un peu pour nous une très grande fête. Nous sommes 3500 personnes à venir découvrir les jardins avec une autre facette, avec des programmes de musique classique un peu partout dans le domaine. J'arriverai dans la tiédeur du crépuscule, et quand je la verrai me tendre les 2 mains, les roses de juillet pleuvront sur les chemins. Il y a surtout une magie du lieu, déjà de jouer dans un cadre qui est assez exceptionnel. C'est reprendre le flambeau quelque part et maintenir la tradition de plaisir qui est liée à la musique et qui est liée, je dirais, aux manifestations en plein air dans ce type de lieu, que ce soit le château de Chantilly ou les différents châteaux qui ont vu les faces de la cour française. Et nous sommes tous héritiers de Le Nôtre. Nous en avons la charge, nous, aujourd'hui, avec la Fondation pour la sauvegarde et le développement de Chantilly, qui gère au quotidien le développement et la sauvegarde du domaine. Mais tous, nous sommes héritiers de Le Nôtre, tous, nous sommes ambassadeurs aussi de ce formidable patrimoine. Et donc, c'est pour ça que nous avons organisé cette soirée avec des concerts, avec un spectacle équestre sur le parterre et avec aussi un feu d'artifice qui va clôturer cette soirée. On travaille sur quelque chose qui était là longtemps avant nous et qui sera là encore longtemps après que nous on sera partis. Et on contribue à cette transmission aux générations futures.
Et donc ça donne une grande satisfaction. Ça, plus le fait que c'est quand même vachement sympathique de travailler sur un site comme ça, on ne s'en lasse pas. Tous les matins, surtout en été, c'est très sympathique de venir au bureau, en quelque sorte, et de venir ici tôt, quand il n'y a pas encore de visiteurs, d'être seul sur le site et de dire « voilà ». Se promener dans les jardins de Chantilly, c'est vivre un peu du grand siècle. Pour peu, on y croiserait Jean de La Fontaine, le long du canal, Molière sur les marches du Grand Degré, ou le prince de Condé, qui vous entretiendrait probablement des ingénieux travaux de son jardinier.